Nouvelle année, et puis c'est certain qu'on conserve cette merveilleuse habitude de joindre nos collègues du Café politique. Ça, c'est une résolution qu'on réussit à tenir année après année. Je joins à Fredericton, notre collègue de CBC, Jacques Poitras. Bonjour, Jacques. Bonjour. Oui, déjà, on a respecté cet engagement. Absolument, ça, c'est une résolution qu'on n'a pas de difficulté à tenir du tout. Et on rejoint à Caraquette, l'éditorialiste de l'Acadie Nouvelle, François Gravel. Bonjour. Bonjour Martine, bonne année. Mais bonne année à vous deux. Oui. À vous, à Jacques, Oui, à toute la oui. belle équipe de Matinale et du Café politique, à tous nos auditeurs. Certains diront que le 9 janvier, ça commence à être un petit peu tard Ouais. pour se souhaiter la bonne année, mais avec tout ce qui se passe dans le monde présentement, j'ai l'impression que même si je continuais de vous souhaiter bonne année à chaque vendredi jusqu'à la mi-juillet, ce serait encore pertinent. Ah, que vous avez raison, que vous avez raison. Effectivement, on en a beaucoup sur la planche à l'échelle très régionale, provinciale, nationale, mais sur la planète. Il y a énormément de choses qu'on va surveiller en 2026, mais on ramène notre objectif sur Fredericton avec un premier sujet que vous retenez tous les deux. Vous êtes bien entendus, ça n'a pas eu l'air d'être trop compliqué pour trouver 3 moments. C'est la formule qu'on emprunte pour ce premier café de l'année. 3 moments que vous allez surveiller de près en 2026. Et ces 3 moments-là regroupent quand même certaines ramifications qui vont faire en sorte qu'on va faire traîner ça sur toute l'année. L'actualité entourant d'abord, et je commence avec vous, Jacques Poitras, à Fredericton, ce que contiendra le prochain budget provincial. Je me trompe ou c'est le 18 mars ou à peu près? Le 17. 17 mars. Oui, c'est le 17. Et oui, je pense que peut-être jumelé avec les soins de santé, le budget, c'est la question politique de l'année. Oui. On s'approche en novembre, au mi-mandat du gouvernement libéral. Il y aura un nouveau chef PC, comme on va discuter à ce moment-là. Alors, cette question du budget et les décisions qui doivent être prises par le gouvernement est un des grands sujets de l'année. Quel est le déficit maximum que les libéraux vont accepter? On sait déjà, avec la nouvelle entente de compensation pour les médecins, que les dépenses vont hausser dans la nouvelle année fiscale, le 1er avril. La première ministre a dit dans quelques entrevues pour la fin de 2025 qu'elle a demandé à tous les départements d'aller chercher des économies de 5, 10, 15 autrefois, Susan Holt avait dit qu'elle ne voulait pas faire des coupures arbitraires comme un tel montant ciblé dans chaque département, qu'elle voulait être beaucoup plus stratégique, aller chercher certaines fonctions ou programmes qui pourraient être éliminés entièrement au lieu de juste couper un montant global parce que c'est, selon elle, c'est ce que Blaine Higgs a fait et c'est pas toujours, il n'y a pas toujours eu des bons résultats. Alors, est-ce qu'elle va avoir le courage politique de dire on arrête de faire ça, on augmente là-bas, mais on arrête de faire ça? On ne sait pas, mais pour moi, c'est à surveiller pour vraiment établir le ton pour le reste du mandat. Absolument. Et d'ailleurs, chez vous, ce matin, dans l'Acadie Nouvelle, François, on apprend que la première ministre étudie le plan Galant. Ce que le premier ministre Galant de l'époque avait mis de l'avant, lui, quand est venu le temps de présenter un budget d'austérité. Oui, Brian Gallant, qui était aux prises, lui aussi, avec un important déficit budgétaire et qui avait lancé ce qu'il avait appelé la révision stratégique des programmes. Ça fait il y a 10 ans maintenant. Oui. Et avec le même objectif que Susan Holt aujourd'hui, là, donc réduire le déficit budgétaire. À l'époque, il avait dit que tout était sur la table, sauf les droits linguistiques. Mais finalement, tout est pas mal resté sur la table. La plupart des propositions ont été mises de côté. C'était une grande table. Ici. C'est une bien grande très table. grande table avec plein de choses dessus, mais qui ne touche à rien finalement, sauf la hausse de la taxe de vente harmonisée là, qui était rapidement passée à 15 son niveau actuellement. Alors, quand Jacques pose la question, là, est-ce que Susan Holt aura le courage d'aller aussi loin que là où elle veut se rendre, il pose la bonne question. Ce sera en fait la chose à surveiller lors du dépôt du budget le 17 mars. Là. Donc, on le sait, le gouvernement provincial va terminer l'année financière avec un méga déficit budgétaire
budgétaire. Pour l'instant, on prévoit autour de 835 millions de dollars. Ça pourrait être davantage. Mme Holt veut s'y attaquer. Elle promet des compressions budgétaires majeures. Mais à quel point elle est vraiment déterminée à mener ça à bien? Parce qu'une ligne directrice à la fonction publique de coupe de 10 à 15 % de ministères, comme ça a été évoqué, honnêtement, je peine à croire que le gouvernement va aller aussi loin. On a vu les difficultés qu'il a éprouvées à réduire la croissance des dépenses dans le ministère de l'Éducation. Alors, quelque chose d'aussi gros dans des ministères, les principales dépenses, elles sont où au gouvernement? Là? Santé, éducation. Et les besoins sont là. Les besoins sont là, ce ne sont pas des lieux où c'est facile non plus d'effectuer des compressions budgétaires. Là. Alors, je ne crois pas qu'elle va faire des grandes décisions majeures comme fermer les hôpitaux, par exemple. Alors, on va en savoir un peu plus long lors du dépôt du budget. C'est bien le 17 mars. Et surtout, peu importe ce qui sera décidé, ça risque d'avoir une influence sur le reste de l'année. Parce que si le jour du budget, on annonce, par exemple, d'importantes compressions budgétaires, eh bien, dans les mois qui vont suivre pendant tout le reste de l'année, de quoi pensez-vous qu'on va parler? C'est à mesure que ces compressions-là seront mises en vigueur. Ça va prendre de la place. On passe au prochain moment à surveiller pour 2026. On va savoir, Jacques Poitras, dans les prochaines semaines, prochains mois, si Daniel Alain est le seul et s'il sera couronné le prochain chef du Parti conservateur du Nouveau-Brunswick. C'est en octobre qu'on va choisir le successeur de Blaine Higgs. Oui, et avec la décision de Chris Austin de ne pas participer, ce qu'il a confirmé le 19 décembre, est-ce que ça laisse le champ libre à Daniel Alain? Peut-être. On parle maintenant d'une autre candidate, Don Monahan, député de Arcadia, Butternut Valley, Maple Hills, un nouveau député. Ex-militaire, ancien conseiller municipal dans le Grand Montréal, parfaitement bilingue, avec un accent montréalais. Ah oui. Mais quelqu'un très tranquille aussi et pas vraiment connu. Mais je pense et beaucoup de membres du parti me disent que ça serait bon pour le parti d'avoir un choix clair. Chris Austin aurait offrir un choix très clair en deux tendances dans le parti. Quel pourcentage des PC vont être complètement contre l'idée d'un chef Daniel Alain? Du monde qui vont rappeler de son vote contre Blaine Higgs sur la politique 713, peut-être certains qui ne vont pas vouloir avoir un chef francophone. Pour Daniel Alain, la question, c'est comment grande peut être sa coalition des francophones, des PC du Grand Moncton qui peut-être ont resté avec Blaine Higgs, mais qui veut quelqu'un de Moncton. Les membres anti-Higgs vont pas être unanimes pour Daniel Alain, mais certains vont être. Et aussi des PC qui sont juste pragmatiques, qui veulent gagner et puis qui comprennent que le parti doit être compétitif dans les régions francophones pour retourner au pouvoir. Alors, il y a beaucoup d'éléments, mais vraiment, c'est vraiment une question de mathématiques. Est-ce que Daniel Alain peut atteindre 50% plus 1 des votes des membres? Oui, ce sera ça, le fin mot de l'histoire. François, là-dessus. Oui, donc un nouveau chef cette année pour le Parti progressiste conservateur. Le congrès aura lieu le 17 octobre. Vote très important, Jacques l'a bien expliqué, le parti est déchiré entre différentes factions, là, entre ceux que je qualifie un peu les disciples de Blaine Higgs, là, ceux qui veulent un parti conservateur plus à droite, certains comme en Alberta, là, et les conservateurs plus progressistes, un peu plus centristes, ou en tout cas de centre-droit. Là. Alors le résultat du vote va nous dire ce que les militants souhaitent réellement, s'il y a un vote. Parce que bon, aux dernières nouvelles, il y a toujours un seul candidat, c'est Daniel Alain. Est-ce que nous aurons droit, non pas à une élection, mais à un couronnement? Ça reste à voir ça aussi. Effectivement, là, on voyait deux favoris, Daniel Alain, candidat déclaré, et Chris Austin, ancien chef de la People's Alliance, qui est en réflexion, mais qui suivait des cours de français, qui a obtenu l'appui, la bénédiction de Blaine Higgs, mais qui a aussi déclaré quelques jours avant Noël qu'il passait son tour. Il ne sera pas candidat. Il n'a pas dit pourquoi. Alors, je rappelle qu'en 2016, Martine, il y a eu 7 candidats. Mais cette année-là, il y avait des favoris. Bon, je pense au l'ancien maire de Saint-Jean, Mel Norton. Plusieurs croyaient qu'il allait gagner, mais pas un meneur perçu comme étant autant favori, là, autant en avance sur les autres
que peut l'être Daniel Alain en ce moment, et ça va peut-être décourager là, certains candidats. Ça se peut que Chris Austin en soit simplement venu à la conclusion qu'il n'a pas les appuis nécessaires pour gagner. Et si c'est le cas, qui d'autre peut mener une lutte sérieuse? Jacques a mentionné Don Monahan. Moi, j'avais entendu dire avant Noël, justement, là, que certains conservateurs étaient sur le téléphone pour jauger les appuis d'un candidat qui n'était pas Chris Austin. Je n'avais pas eu de nom. Alors, c'est peut-être lui, M. Monahan, justement. On aura la réponse bientôt dans son cas, je le suppose, mais je suis pas mal certain, cela dit, qu'au sein du parti, on souhaite qu'au moins un autre candidat soit de la partie. On souhaite qu'il y ait une lutte. Rappelez-vous les libéraux en 2019, le couronnement de Kevin Vickers sans opposition, ça ne leur avait pas souri. C'est vrai. Troisième moment qu'on va surveiller en 2026. Bien, la question de l'énergie, tous les deux, on était tous d'accord. Là, ça va nous habiter toute l'année et les années qui viennent aussi. Je vais rester avec vous, François Gravel, l'avenir d'Énergie Nouveau-Brunswick. Donc, il y a cette grande révision indépendante. On va connaître les premières conclusions dans quelques mois. Et après, en avril, des dates importantes, dates butoirs, décision de la Commission de l'énergie en lien avec ce qui se passe comme développement d'une centrale thermique qui pourrait nous aider, une centrale au gaz qui pourrait nous aider à pallier à ces grandes demandes en énergie. En ce moment, on parle du projet de Tantramar. Susan Holt a montré, dès son arrivée au pouvoir, qu'elle prenait l'enjeu d'énergie Nouveau-Brunswick très au sérieux. Là. Souvenez-vous, elle a nommé René Legacy, le ministre des Finances et de l'Énergie. Là. Et je rappelle aussi que Fredericton a lancé un examen indépendant d'Énergie NB sur son avenir. Il y a eu des assemblées publiques pendant lesquelles les citoyens étaient invités à donner leur avis et leurs recommandations sur l'avenir d'Énergie NB. Les recommandations finales, les décisions, tout ça, c'est censé être rendu public au printemps, là, bientôt. Le rapport pourrait proposer plein de choses, y compris, possiblement, la vente d'Énergie NB. Mais entre-temps, pas mal de dossiers chauds sur le bureau du ministre Legacy, de la première ministre Hall, de la PDG d'Énergie NB, Laurie Clark. Et parmi ceux-ci, vous l'avez évoqué, Martine, la décision importante qui s'en vient, construire ou ne pas construire une centrale thermique au gaz naturel dans la région de Tantramar. Énergie NB nous dit ne pas avoir le choix. Elle dit qu'elle a besoin d'une nouvelle source de production. Sinon, elle pourrait à certains moments de ne pas être en mesure de répondre à la demande en électricité lors de certains pics de froid d'hiver dans les prochaines années. Les citoyens des régions environnantes s'opposent au projet. L'opposition est tellement forte que la première ministre Holt ressent cette pression. Elle a même laissé entendre récemment qu'avoir en tête d'autres lieux pour accueillir cette centrale. Mais par contre, j'entendais hier le ministre Legacy dire qu'au contraire, sur vos ondes, Martine, que ça serait très difficile, voire impossible à ce moment-ci de changer le lieu où sera construite la centrale, à moins de provoquer d'importants retards. Et une décision doit être prise très rapidement. Le projet pourrait tomber à l'eau s'il n'est pas approuvé d'ici le 2 avril. Donc, décision importante. Oui. Le gouvernement Hall veut trouver un équilibre qui n'existe peut-être pas entre les besoins d'énergie NB et ceux des citoyens. C'est ça. Et c'est très important comme dossier pour les troupes de Mme Holt, Jacques Poitras. Absolument. Et je pense que c'est aussi une autre grande test parce que cette décision sur la centrale va avoir un impact sur, va symboliser un peu l'attitude de Mme Holt envers l'énergie Nouveau-Brunswick en général. On peut avoir une discussion de la gestion de l'énergie Nouveau-Brunswick et l'ingérence politique dans la société depuis des décennies qui nous a rendu à ce moment-là où une crise d'électricité s'approche en 2028, ce qui rend cette centrale nécessaire. Mais la vraie question, c'est je me demande, franchement, si la Commission décide en avril de dire non à ce projet, le gouvernement, si c'est vraiment nécessaire, si cette crise est vraie, pourrait décider de passer un projet de loi pour imposer le projet quand même. Est-ce qu'ils vont aller jusqu'à ce point-là? On a déjà vu des gouvernements qui sont allés contre les décisions de la Commission. Ils ont le pouvoir de le faire avec un projet de loi. Est-ce qu'on va se rendre là? Le ministre de l'Énergie semble très convaincu que ce projet est absolument nécessaire et qu'il n'y a pas d'autre choix à ce moment. Bon, bien, quand on n'a pas le choix, vous savez ce qui se passe, hein? On brasse du café. On se sert des cafés, les premiers de l'année, chers amis. Alors là, je ne sais pas si vous avez été inspirés par les derniers jours. C'est vrai que c'est un début d'année assez, quand même, occupé, point de vue actualité politique. Je vais commencer à Fredericton avec vous, Jacques. Pardon, allez-y. Bien, un café corsé pour Blaine Higgs, l'ancien premier ministre, qui a perdu encore, même après avoir perdu pouvoir en 2024, dans le sens que
un juge de la Cour du banc du roi a déposé sa décision que la suspension, le remplacement du Conseil de Régie de santé Vitalité n'était pas constitutionnel. On peut questionner un peu la logique de cette décision qui est un peu ambiguë sur les principes de droit, qui parle des valeurs. La décision, le juge a dit que c'était pas contre la section 16,1 de la Charte, mais que ça allait contre certaines valeurs constitutionnelles puis certains principes non écrits dans la loi. Mais quand même, c'est un autre exemple de le bilan de Blaine Higgs qui est en train d'être revisé par les circonstances. J'ai aussi un café réchauffé pour le conseil municipal de Woodstock qui se prononce contre l'idée d'une école francophone dans la ville. C'est rare de voir des élus locaux qui sont contre un projet d'infrastructure provinciale, mais voilà, on peut apercevoir peut-être certaines attitudes qui me font penser de conseil municipal de Fredericton dans les années 70 qui opposait à l'école Sainte-Anne à l'époque. Wow. La province a de l'effort à faire pour gagner l'appui à Woodstock. Ouais, l'histoire se répète parfois dans différentes mesures. On va chez vous à Caraquette maintenant avec vos cafés, François Gravel. Un café, moi aussi, à la ville de Woodstock, et sa mairesse, Trina Jones. Est-ce que c'est moi, Martine, ou il y a quelque chose qui se produit quand on parle d'une mairesse ou d'un maire Jones? Je sais pas, ça rappelle, ça nous donne comme des frissons. Là. Il y a quelque chose qui se passe chez les Acadiens, en tout cas. Oh, wow! Et pour la ville de Woodstock, c'est vrai que l'annonce d'une nouvelle école, ça a pris un peu tout le monde par surprise. Et pour les gens en général, en fait, c'est pas tout le monde qui s'attendait à voir ça. Mais bon, effectivement, est-ce qu'on a des communautés qui rejettent la construction d'une nouvelle école sur leur territoire avec tout ce que ça signifie en matière de revenus d'impôts fonciers, d'emploi, de dynamisme, les gens qui déménagent dans la communauté. C'est assez extraordinaire d'avoir une ville s'y opposer. Les élus de Woodstock nous disent qu'ils auraient préféré des investissements dans leur école déjà existante, mais je ne crois pas me tromper en disant que le vrai problème pour ces gens-là, c'est le fait qu'il s'agit d'une école francophone et c'est la raison pour laquelle ils n'en veulent pas. Et café aussi en terminant au ministre de la Sécurité publique, Robert Gauvin, qui lui doit gérer un problème qui n'était sans doute pas sur son écran radar. Des commerçants, en particulier dans la région de Fredericton, qui réclament le retour des plaques d'immatriculation à l'avant des véhicules. Alors, vous vous souvenez, Martine, qu'auparavant, les véhicules automobiles comptaient 2 plaques d'immatriculation, une en avant, l'autre en arrière. Et en 2019, eh bien, le gouvernement Higgs a retiré la plaque avant. Plusieurs commerçants qui ont été victimes de cambrioleurs font remarquer que même avec leur caméra de surveillance, quand elles ne filment que le devant du véhicule, ça ne les aide pas beaucoup à identifier le propriétaire du véhicule en question. Alors, il ne semble pas y avoir de preuves statistiques qui montrent un lien entre hausse des cambriolages, l'absence d'une plaque à l'avant, le taux de résolution des enquêtes policières. Mais ce qui est en hausse, par contre, ce sont les témoignages de commerçants là, qui réclament que les voitures néo-brunswickoises aient à nouveau 2 plaques d'immatriculation, y compris une à l'avant. Reste à voir maintenant ce que décidera le ministre Gauvin. Merci beaucoup. C'est lancé pour une autre année. Jacques Poitras, on suit vos reportages à CBC et François Gravel, bien sûr, vos éditoriaux dans l'Acadie Nouvelle. Merci à tous les deux. À vendredi prochain. Merci, au plaisir. Alors, c'était votre Café politique.